Kukili Live. Salut très chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro des Parcours d'élite qui reçoit pour vous aujourd'hui Dr Julien Bokwala, résident en médecine interne dans un hôpital de la place. Bonjour Dr Julien et bienvenue. Bonjour Madame Tania. Et docteur, d'entrée des jeux, si vous pouvez déjà vous présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Oui, je réponds déjà comme vous avez dit là, je réponds au nom de Julien Bokwala, je suis médecin, résident en médecine interne dans un hôpital de la place et en même temps je suis membre de l'amicale de médecins qui lutte contre le diabète et l'hypertension. Je suis marié ici. Brossez en quelques mots, qu'est-ce qu'a été le parcours de votre formation? Parce que les principes de l'émission Parcours d'élite, on vous prend des zéros et jusqu'à ces jours. Oui, j'ai commencé mon parcours au collège Elika. Ça, c'est là où j'ai fait mes humanités biochimiques. À l'école primaire, je l'ai fait dans une école à Kassavoubou. Et en autre temps, j'ai été orienté parce que j'étais parmi les meilleurs. Je suis allé au collège Elika, là où j'ai décroché mon diplôme d'état dans les humanités scientifiques, option biochimique. Et de là, je suis arrivé à l'UNIKIN, à la faculté de médecine. J'ai parcouru. Et c'était un parcours un peu éloquent. Jusqu'à ce que j'ai fini en 2003, où j'ai été diplômé, docteur en médecine, chirurgien accouchement. Et actuellement, je suis passé dans plusieurs institutions. Et actuellement, je suis dans un hôpital de la place à Kinshasa. Si on vous suit bien, la médecine, c'était votre propre choix ou c'était l'orientation de parents ou de votre institut où vous évoluez? Oui, c'était d'abord mon propre choix. En dehors du fait que le parent voulait aussi que je fasse la médecine, parce qu'il voyait en moi cette qualité-là, cette envie d'aider les humains. C'est comme ça qu'ils m'ont orienté vers ce que j'aspirais déjà. Je fais la médecine, c'est comme ça que je n'ai pas vraiment éprouvé assez de difficultés dans l'adhésion ou quand j'ai intégré cette faculté et faire la médecine, je n'ai pas vraiment prouvé assez de difficultés parce que je l'aimais déjà de l'entame et c'est comme ça que j'ai évolué, je n'avais pas assez de difficultés. Vous n'avez pas connu de difficultés pour vous intégrer, mais moi je pense que tout début a toujours été difficile, ça n'a toujours pas été facile pour quelqu'un oui. Se lancer dans un métier quelconque. Madame, vous n'avez pas tort, mais le problème c'est que je m'étais déjà suffisamment préparé. J'ai eu un parent qui était à l'ISTA, il était un corps académique, il était à l'ISTA. Il me préparait suffisamment parce qu'il voulait que je fasse bien cette faculté-là. Et quand je suis arrivé, il y a eu des difficultés, bien sûr, les hauts et les bas, dans la compréhension de certains cours, mais il y avait de la volonté et j'ai évolué sans problème. Oui, vous êtes résident dans la médecine interne. Dites-nous, d'après vous, comment est-ce que les médecins sont considérés en RDC? Oui, ça c'est une question qui est quand même bonne. Le médecin congolais est considéré, d'abord il faut aborder cette question-là dans deux aspects. Le premier aspect, il est considéré comme un petit Dieu, une famille qui a un membre de famille qui est à l'agonie, qu'on amène à l'hôpital, et le médecin est censé apporter des soins. Bien sûr, en collaboration avec nos collaborateurs directs, ce sont nos infirmiers qui exécutent ce que nous leur donnons comme ordre. Mais le médecin est appelé à appliquer, à comprendre par des jeux de questions et par rapport à ce qu'il a appris à l'école, à déceler les problèmes pour lesquels il nous amène le malade et à pouvoir le tirer de son état agonisant, bien sûr, je peux dire ainsi. Et quand déjà quelqu'un qui allait presque mourant, et quand il récupère sa vie, c'est ça l'estime pour nous en fait. Ce n'est pas l'argent, mais c'est plus le fait d'avoir quelqu'un qui était presque mourant, mais par le fait que vous ayez bien poussé votre réflexion, vous avez décelé le diagnostic de la pathologie pour laquelle il est malade, on le soigne, il est guéri, c'est ça notre joie. Ça c'est d'un côté, du côté du malade, mais du côté, bon, je parlerai pas de la rémunération comme telle, mais de la considération
le médecin n'est pas vraiment considéré comme il le fallait. Hein, il a de besoins parfois. Qu'est-ce qui manque? Ah, bon. Les moyens financiers, ça c'est pour être un peu plus concret, plus réaliste. Les moyens financiers. Le médecin congolais, de façon générale, il n'est pas bien portant. Il n'est pas bien portant parce que... Par rapport aux rémunérations. Oui, par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Mais les efforts se multiplient pour qu'on le mette à sa place et qu'il résolve le problème de la population pour ce qui le concerne, malgré cet état de choses. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes dans la joie quand vous recevez un patient presque à l'agonie et vous lui donnez du soin et il est guéri. Mais à Kinshasa, en RDC, nous observons, nous vivons que vous, les médecins, quand on vous amène des patients à l'hôpital, avant de consulter, avant de toucher à un malade, vous êtes exigeants. Ces derniers doivent débourser de l'argent, je ne sais pas, pour des frais, des consultations. Pourquoi vous ne respectez pas l'Hippocrate? Donc c'est toujours parce que vous êtes buté à ces problèmes de rémunération. C'est pourquoi vous agissez ainsi. Non, madame. Je ne pense pas que ça soit ainsi. Le serment d'Hippocrate prime devant n'importe quelle circonstance. Ça, ce sont les... Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas à Kinshasa, en RDC. Bon, je ne sais pas. S'il y a des médecins qui le font, en tout cas, je ne pense pas que ça soit non seulement mon cas, mais pour le cas des autres médecins. Nous sommes appelés à sauver des vies humaines. Le problème, c'est que l'état de ma patiente ou de mon patient, c'est mon premier souci. Et nous sommes là. Moi, je ne vois pas un médecin qui voit un malade en train de gémir avec un état peut-être de détresse respiratoire, il ne respire pas bien et qu'il s'attaque d'abord à l'argent. Je ne pense pas. Je crois plutôt, nous posons le problème au moment opportun, nous apportons notre assistance au temps opportun et l'argent vient vraiment après. Nous ne sommes pas là d'emblée pour les pécuniaires, nous sommes là pour les vies humaines. Vous avez dit que vous êtes membre de SINAMED. Je suis aussi membre de SINAMED parce que c'est un syndicat national de médecins. Mais c'est comme si ces derniers temps, le SINAMED s'est tu. Et pourquoi? Vous avez trouvé gain de cause? Non, le SINAMED n'est pas tu. Non, ne s'est pas tu. Le SINAMED est là, il fonctionne. Il a eu des revendications qu'il a présentées auprès de l'autorité. L'autorité a promis. C'est comme ça que nous travaillons dans le calme, partout où nous sommes, donc nous travaillons. Le SINAMED ne s'est jamais tu. Quand il y a un problème, il parle et l'autorité l'approche pour l'entendre et par après apporter des correctifs ou bien apporter de l'assistance avec des mesures ou bien de suggestions. Et quand ils s'attendent autour d'une table, bon, il y a un mot d'ordre qui est donné et puis nous respectons. Ok. Vous côtoyez aussi le médecin de l'étranger? Oui, par mail, oui, on a des amis qui sont partis à l'étranger, qui exercent aussi leur médecine, oui, oui. Si on disait aujourd'hui que vous fassiez un parallélisme entre la médecine de la RDC et celle d'ailleurs, quel serait votre commentaire? La médecine de la RDC est pratiquée sous réserve, je dis bien sous réserve, est bien pratiquée, mais elle en souffre par rapport aux moyens. Nous médecins n'avons pas l'obligation des résultats. Nous avons l'obligation de moyens. Nos moyens sont de loin inférieurs par rapport aux moyens utilisés en Europe. Pour ne parler que d'ici, à l'UNIKIN, j'ai appris d'ailleurs, je suis en train de remercier les autorités de l'UNIKIN parce qu'ils ont réduit quand même le nombre d'étudiants en premier graduat. À notre état, on était à 2500 en premier graduat. Quand vous étudiez déjà à 2500, la qualité même de l'enseignement est entamée. Et c'est vraiment le darwinisme, comme on l'a dit, la survivance des plus aptes. Ce sont les plus forts qui s'en tirent. Mais sinon, on peut être très bon, mais les conditions ne nous permettent pas. Mais en Europe, ils s'étudient dans de bonnes conditions, ils ont le matériel qu'il faut et ils ont tous les atouts par rapport à nous. Et si on nous mettait dans les mêmes conditions que ceux de l'Europe, je pense que nous serons meilleurs. Nous serons meilleurs parce que nous travaillons dans des conditions qui sont vraiment difficiles. Et s'ils venaient ici, je ne pense pas qu'ils peuvent continuer à travailler comme nous le faisons ici.
Et là-bas, ça va. Donc c'est pour dire, quand vous avez un patient à l'hôpital, Oui. et vous le soignez et d'un coup, et ces patients décident, ou de vous-même vous décidez de le transférer ailleurs, comment est-ce que vous vous sentez? Oui, le transfert... Si longtemps que sur place en RDC, il y a des spécialistes qui pourront peut-être intervenir pour ces cas-là. Mais les patients se décident que non, je trouve, je dois aller ailleurs, en dehors de la RDC, en Afrique du Sud, en Inde et ailleurs. Oui, mais j'aimerais vous expliquer quelque chose, madame. Le transfert n'est pas un échec. Le transfert, c'est un mode de traitement. Ça veut dire que je soigne, je suis mon malade, je trouve que à l'étape où nous sommes arrivés, peut-être nous sommes limités par des moyens et je le transfère. Ce transfert peut être initié par le personnel soignant, que je suis, ou il peut être initié par la famille. La famille peut dire non, nous avons un membre de famille en Europe, et là où il est bien, il a un peu d'argent, nous estimons que notre frère peut aller continuer ce soin à l'étranger. Et à ce moment-là, contre notre gré, nous sommes obligés de rédiger un rapport médical pour apporter un peu à la connaissance de confrères qui sont à l'étranger de ce que nous avions pu faire, de notre méthodologie, comment nous sommes débrouillés par rapport aux patients que nous avions réussi, et nous rédigeons notre rapport, nous l'envoyons. Donc en fait, parfois, vous pouvez avoir l'envie de continuer, surtout que si vous estimez que le cas ne vous semble pas difficile. Mais si la famille exige qu'il soit à l'étranger, les malades n'est pas un esclave. Vous soumettez parfois à la volonté de la famille pour qu'ils réalisent ce dont ils ont besoin. Mais en réalité, faute de moyens, parfois, nous transférons. Mais il y a des cas où nous continuons, nous soignons, il n'y a pas de problème. Vous êtes professionnel de la médecine. Le monde évolue, les choses évoluent, la technique évolue. Je veux savoir quelle est l'évolution qui sévit dans la médecine congolaise. La médecine congolaise a évolué. Il a évolué. Je me rappelle nos professeurs qui nous ont donné cours. Je cite Procès Mouyembe par exemple, c'est un microbiologiste, un grand professeur de l'UNIKIN. Il est d'ailleurs médecin, je crois, responsable à l'INRB. À leur temps, il n'y avait que 2 virus. Quand ils ont appris la virologie, c'est l'étude des virus. En notre temps, il y en a des milliers. Actuellement au Congo, la médecine évolue. Il y a des grands noms de Congolais qui sont cités à l'étranger, mais ils ne travaillent pas ici peut-être parce que, comme j'ai dit, les conditions, la plupart ce sont les conditions sociales qui ne leur permettent pas d'évoluer. Mais pour la majorité de ceux qui restent ici, en tout cas, je trouve que la médecine a évolué. Pour ne parler que de la ville de Kinshasa, à l'époque, il n'y avait que 3 universités qui diplômaient les étudiants en médecine. Il y a l'UNIKIN, Lubumbashi, puis à Kisangani. Mais actuellement, même au niveau de la capitale, il y a des universités ou des instituts supérieurs qui priment pour dire qu'il y a quand même une certaine considération, une certaine attention qui est donnée dans ce secteur-là de santé. Et je sais que ce n'est pas vraiment de la perfection, mais nous aimerions encore davantage qu'il y ait des efforts dans ce sens-là pour quand même permettre à cette médecine-là d'apporter ou de donner ce qu'on attend d'elle. Ok. Docteur Julien, avec vous, nous allons aujourd'hui nous attarder sur 2 maladies qui ravagent surtout la population quinoise. En l'occurrence, l'AVC, et comme nous sommes au mois de décembre, nous allons aussi nous attarder sur le VIH-Sida. Commençons par l'AVC. Dites-nous, c'est quoi l'AVC? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Quand quelqu'un tombe malade, c'est l'AVC. Dites-nous, c'est quoi? Oui, l'AVC, c'est une abréviation pour dire un accident vasculaire cérébral. En fait, c'est un déficit neurologique. Je vais aller mollo. Un déficit, ça veut dire une baisse, une difficulté, un déficit neurologique, du nerf bien sûr, cérébral bien sûr.
des déficits neurologiques qui s'installent chez quelqu'un qui est bien portant de façon progressive ou même brutale. Et ces déficits-là a pour cause en fait, le départ, c'est une atteinte d'un vaisseau cérébral. Cette atteinte peut se manifester par une obstruction ou soit par une rupture. En termes clairs, ça veut dire qu'il y a un vaisseau cérébral qui se rompt. Et les territoires pour lesquels ce vaisseau était appelé pour nourrir souffrent. Et cette souffrance-là peut s'exprimer sous forme de déficit neurologique. Et c'est ça l'AVC. Ce déficit-là peut être moteur, c'est-à-dire quelqu'un peut présenter une paralysie. Ça peut toucher le langage, quelqu'un n'arrive pas à parler. Ça peut toucher même certaines structures qui donnent de vertiges, des maux de tête. C'est ça, bref, de façon succincte, l'AVC. C'est un accident vasculaire cérébral, un déficit neurologique d'installation progressive ou brutale dû à une atteinte vasculaire, à une atteinte de vaisseau. Ça arrive comme ça. Non, il n'y a pas de cause. Si, il y a le prédisposition, pas génétique bien sûr, mais des prédispositions. Il y a des maladies qui orientent ou qui se compliquent d'AVC. L'AVC n'est rien d'autre qu'une complication de certains états. Il y a des AVC ischémiques. Nous avons deux types d'AVC de façon générale. Il y a un AVC ischémique, il y a un AVC hémorragique. Je m'explique pour être un peu plus clair. Un AVC ischémique, c'est quoi? En fait, un vaisseau au niveau du cerveau est obstrué. Il ne sait plus conduire le sang vers le reste du cerveau. Et la partie qui est souffrante, parce qu'il ne sait plus recevoir le sang, cette partie-là connaît des déficits, il connaît des difficultés qui vont s'exprimer au niveau de la périphérie. Ça, c'est ischémique. Il y a une obstruction. Mais dans d'autres cas, il y a un vaisseau qui est là, qui lui n'est pas obstrué, mais il est rompu. Pour une cause quelconque, il est rompu. Par exemple, vous annoncez à quelqu'un, par exemple, son mari est décédé, son enfant est décédé, il aime beaucoup, il fait une crise. C'est que nous appelons en termes de médecine, en termes médicaux, de catécholamie. C'est-à-dire qu'il y a des substances que lorsque quelqu'un est stressé à cause d'une nouvelle quelconque, ces substances-là peuvent faire péter le vaisseau et faire que l'hémorragie soit là. Ça, c'est un AVC hémorragique. Donc, c'est souvent en cas d'hypertension, quelqu'un qui a des antécédents de diabète, quelqu'un qui a des antécédents des hypercholésés, enfin toutes ces maladies métaboliques-là, avec des antécédents de consommation de tabac, d'alcool, tous ces facteurs-là font qu'une personne, pour une situation donnée, arrive à faire un AVC qui peut être soit ischémique ou hémorragique et finir à l'hôpital. Voilà. Donc, je peux dire que toutes ces causes-là justifient assez que l'AVC frappe même le plus jeune. Oui, pour les plus jeunes, il y a d'autres causes que je n'avais pas énumérées, des malformations. Certains enfants qui naissent avec des malformations au niveau du cerveau, malheureusement parce que jusque-là, certaines des malformations demeurent asymptomatiques, c'est-à-dire sans s'exprimer, ils n'ont pas de signes. Les parents parfois ne savent pas que leur enfant porte une malformation au niveau du cerveau. Et ils grandissent comme ça, et autour de 15-20 ans, il peut faire un faux mouvement, et il se réveille un matin là, il est paralysé. Et quand on l'amène à l'hôpital, on fait un scanner parce que le scanner, c'est un examen qui nous permet de déceler cet AVC là. Et quand on l'amène à l'hôpital, on fait un scanner, on trouve qu'il y avait une malformation qui est passée inaperçue devant le parent. Et c'est comme ça qu'il a fait cette hémorragie là. Donc chez les enfants, c'est souvent les causes malformatives qui sont à la base des AVC. Mais chez les adultes, ce sont les pathologies que je viens de citer. Donc vous avez dit les symptômes visuels sont la paralysie. Il peut y avoir des maux de tête. Voilà. Certains maux de tête, ça dit longtemps, on peut le soigner comme palu. Quelqu'un qui fait des maux de tête au début, je ne dis pas que tout maux de tête égale l'AVC, mais les céphalées, c'est comme ça que nous les appelons en termes médicaux, les maux de tête ou céphalées, c'est parmi les manifestations qui précèdent une crise d'AVC. Donc quand vous faites des maux de tête,
Et ce sont des maux de tête. On a dû soigner avec des antipaludiques. Ça ne se régresse pas. Il n'y a pas de fièvre par moment. Il y a des visions de vertige, une vision floue, avec une perte d'équilibre par moment. Fait, tous ces signes-là orientent le médecin à demander un scanner. Et au-delà de ces signes-là, on peut avoir une paralysie. C'est-à-dire, vous réveillez là, soit le membre gauche ne sait pas se mouvoir, soit tu ne sens plus ton membre droit parce qu'il est paralysé. C'est ça en fait, cette constellation de signes-là oriente vers un diagnostic d'AVC pour lequel le médecin est appelé à demander un scanner pour en fait confirmer le diagnostic. Et quand une personne constate que son partenaire tombe dans cette crise de l'AVC, à la maison, soit en se levant, vous trouvez votre partenaire paralysé, ou soit avec des maux de tête, comme vous avez dit, céphalée, où il perd sa langue. Voilà. Quelle est l'attitude que la personne peut adopter en premier temps avant d'acheminer cette personne-là à l'hôpital? Le plus souvent, c'est que nous contre-indiquons, c'est que nous n'indiquons pas, c'est que nous ne nous conseillons pas, c'est que la première personne qui constate ça à la maison ne donne pas de médicaments. L'automédication est contre-indiquée dans pareilles circonstances. C'est d'appeler, si vous avez un numéro d'un hôpital où, chez nous ici, les médecines des urgences, souvent la médecine des urgences n'est pas vraiment très développée, mais ce que nous conseillons, c'est d'apprêter son malade et de nous l'amener à l'hôpital. Avant de l'arrivée de l'amener à l'hôpital, il n'est pas demandé aux membres de famille de poser n'importe quel geste, à moins que la personne soit encombrée. C'est-à-dire, il ne sait pas bien respirer parce que vous sentez qu'il est encombré, la voix ne sort pas. À ce moment-là, il y a de petites manœuvres de secours. On peut aspirer un peu là, mais en tout cas, il est conseillé de l'amener le plus vite dans un hôpital qui est très proche, mais surtout dans un hôpital où les services de soins intensifs, les services de réanimation, les services des urgences est là pour qu'il soit bien pris en charge. Et quand on arrive à l'hôpital, quel est le traitement approprié à l'AVC? Vous serez peut-être déçu, l'AVC n'a pas un traitement approprié. Comment? Il n'a pas un traitement approprié. Ce n'est pas que quand quelqu'un vient avec un AVC déjà documenté, quand nous documentons, nous disons que c'est un AVC par des examens, le traitement est parfois décevant. Ce que nous cherchons, l'objectif, c'est que s'il y a eu un déficit qui s'était déjà installé, que la personne récupère ne fût-ce qu'à 80 ou 90% de ce moyen. Là, pour nous, ça nous soulage. Il n'y a pas un traitement comme on le faisait, par exemple, en cas de palu. Bon, quand quelqu'un a le palu, on lui donne un antipaludique. Les gens savent qu'on donne la quinine, on donne un peu de dérivés d'artémisyline. Ça, c'est connu. Mais pour l'AVC, il n'y a pas de molécules médicamenteuses appropriées par rapport à l'AVC. C'est que quand nous recevons quelqu'un qui a l'AVC ou quand nous documentons que c'est un AVC, c'est que nous faisons, nous gardons un abord veineux, c'est-à-dire nous mettons un peu un cathéter dans la main pour quand même administrer des soins pour ne pas aggraver la lésion. Parce que je vous ai dit, c'est un déficit neurologique qui traduit un problème cérébral. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vient dans le premier jour là, si c'est un problème de la tension, nous ne baissons pas d'emblée la tension. Nous essayons nous-mêmes de jauger, d'utiliser des moyens qui permettent quand même de ne pas aggraver les lésions. Parce que si vous aggravez encore les lésions, la paralysie qui s'était installée ou le déficit qui s'était installé peut s'aggraver et laisser la personne dans un état encore plus grave, plus critique. Donc dans un premier temps, nous oxygénons le cerveau, nous aspirons s'il était encombré, nous le mettons sous oxygène, nous lui apportons de l'oxygène, et puis certaines mesures palliatives, mais plus ce sont de traitements que nous donnons pas en urgence en fait. Quand c'est déjà un peu 2-3 jours, là on apporte un peu des kinés. Ça, ce sont des traitements qui peuvent apporter de grandes choses pour modifier un peu l'aspect des déficits qui s'est installé chez le malade. Une fois que quelqu'un sort de cette crise, quelle attitude doit-il adopter? C'est bien d'avoir soulevé ça. Même si j'ai dit que le traitement est décevant, il y en a de ceux-là
après avoir présenté un déficit, il sort de l'hôpital, le déficit est levé. Là, c'est très important de signaler. C'est-à-dire toute personne qui a souffert de l'AVC, ce n'est pas toute personne qui reste avec des séquelles. Il y a quand même un faible pourcentage de patients qui s'en tirent bien. Là, vraiment, nous ne pouvons pas dire parce que tel s'est tiré bien que l'autre s'en tirera aussi de la belle manière. Non. Donc c'est comme ça. Alors, quelle attitude donner? Souvent, ce sont des malades qui ont des antécédents d'hypertension, de diabète, d'hypercholestérolémie. Hein. Il y a toujours des mesures que nous leur donnons. De consommer moins salé. Moins salé, ça veut dire pas de sel de cuisine, pas de sel de table et même pas d'aliments contenant au préalable le sel. Les cubes magiques de charcuterie salée, nous proscrivons tout ça. Pas des aliments trop sucrés, pas d'aliments trop gras, surtout les graisses d'origine animale, nous déconseillons ça. Et nous encourageons plus les aliments riches en légumes, enfin les légumes, en fruits et même le fruit aussi, le poisson, c'est ce que nous conseillons. Et chaque fois, s'il a des petits signes de maux de tête qui peuvent revenir de temps à autre, de voir son médecin pour qu'on lui donne une attitude appropriée. Voilà, nous voulons aborder le deuxième point, la deuxième maladie qu'on s'est dit qu'on va s'attarder. Vous avez un mot de plus par rapport à l'AVC? Oui, un mot de plus, c'est que au départ, la RDC, comme un pays au sein de l'Afrique, la RDC, il y avait une prédominance des maladies infectieuses, contagieuses. Mais à l'heure où nous parlons, c'est une transition épidémiologique. Ça veut dire que ces maladies-là ne sont pas parties. Ils sont toujours là. Mais il y a une autre série, une autre catégorie de maladies que nous appelons les maladies métaboliques. Dit par le fait qu'il y a un changement d'habitude dans l'alimentation. Un couple dont le mari travaille, la femme travaille aussi, ils rentrent tardif, ils n'ont pas le temps de préparer. Il y a les fast-food, c'est-à-dire trop de boîtes de conserve. Ces habitudes alimentaires exposent les personnes à développer les maladies métaboliques qui ces malades-là, les malades-là, peuvent aboutir aux AVC. Donc nous conseillons à tout le monde, à ceux qui n'ont pas ces tares-là, la tension, l'hypertension, le diabète, de continuer à consommer moins salé, moins sucré, moins gras. Ça c'est vraiment bien. Et aussi promouvoir, comment je peux dire, encourager la pratique du sport, la marche. Il y a de toubibs là, de messieurs, il reste dans une maison climatisée, son véhicule est climatisé. Nous documentons que c'est un AVC. Ce que nous faisons, nous gardons un abord veineux, c'est-à-dire nous mettons un peu un cathéter dans la main pour quand même administrer des soins pour ne pas aggraver la lésion. Parce que je vous ai dit, c'est un déficit neurologique qui traduit un problème cérébral. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vient dans le premier jour là, si c'est un problème de l'attention, nous ne baissons pas d'emblée l'attention. Nous essayons nous-mêmes de jauger, d'utiliser des moyens qui permettent quand même de ne pas aggraver les lésions. Parce que si vous aggravez encore les lésions, la paralysie qui s'était installée ou le déficit qui s'était installé peut s'aggraver et laisser la personne dans un état encore plus grave, plus critique. Donc dans un premier temps, nous oxygénons le cerveau, nous aspirons s'il était encombré, nous le mettons sous oxygène, nous lui apportons de l'oxygène, et puis certaines mesures palliatives, mais plus ce sont de traitements que nous donnons pas en urgence, en fait, quand c'est déjà un peu 2-3 jours, là, bon, là on apporte un peu des kinés. Ça, ce sont des traitements qui peuvent apporter de grandes choses pour modifier un peu l'aspect des déficits qui s'est installé chez le malade. Une fois que quelqu'un sort de cette crise, quelle attitude doit-il adopter? C'est bien d'avoir soulevé ça. Même si j'ai dit que le traitement est décevant, il y en a de ceux-là, après avoir présenté un déficit, ils sortent de l'hôpital, le déficit est levé. Là, c'est très important de signaler. C'est-à-dire toute personne qui a souffert de l'AVC, ce n'est pas toute personne qui reste avec des séquelles. Il y a quand même un faible pourcentage de patients qui s'en tirent bien. Là, vraiment, nous ne pouvons pas dire parce que tel s'est tiré bien
que l'autre s'en tirera aussi de la belle manière. Non. Donc c'est comme ça. Alors, quelle attitude donner? Souvent, ce sont des malades qui ont des antécédents d'hypertension, de diabète, d'hypercholestérolémie. Hein. Il y a toujours des mesures que nous leur donnons. De consommer moins salé. Moins salé, ça veut dire pas de sel de cuisine, pas de sel de table, et même pas d'aliments contenant au préalable le sel. Les cubes magiques de charcuterie salée, proscrivant tout ça. Pas des aliments trop sucrés, pas d'aliments trop gras, surtout les graisses d'origine animale, nous déconseillons ça. Et nous encourageons plus les aliments riches en légumes, enfin les légumes, en fruits, et même le fruit aussi, le poisson, c'est que nous conseillons. Et chaque fois, s'il a des petits signes de maux de tête qui peuvent revenir de temps à autre, il va voir son médecin pour qu'on lui donne une attitude appropriée. Voilà, nous voulons aborder le deuxième point, la deuxième maladie qu'on s'est dit qu'on va s'attarder. Vous avez un mot de plus par rapport à l'AVC? Oui, un mot de plus, c'est que au départ, la RDC, comme un pays au sein de l'Afrique, la RDC, il y avait une prédominance des maladies infectieuses, contagieuses. Mais à l'heure où nous parlons, c'est une transition épidémiologique. Ça veut dire ces maladies-là ne sont pas parties. Ils sont toujours là. Mais il y a une autre série, une autre catégorie de maladies que nous appelons les maladies métaboliques. Dit par le fait qu'il y a un changement d'habitude dans l'alimentation. Un couple dont le mari travaille, la femme travaille aussi, ils rentrent tardif, ils n'ont pas le temps de préparer. Il y a le fast-food, c'est-à-dire trop de boîtes de conserve. Ces habitudes alimentaires exposent les personnes à développer les maladies métaboliques ces malades-là, les malades-là, peuvent aboutir aux AVC. Donc nous conseillons à tout le monde, à ceux qui n'ont pas ces tares-là, la tension, l'hypertension, le diabète, de continuer à consommer moins salé, moins sucré, moins gras. Ça c'est vraiment bien. Et aussi promouvoir, comment je peux dire, encourager la pratique du sport, la marche. Il y a de toubibs là, de messieurs, il reste dans une maison climatisée, son véhicule est climatisé, même dans son bureau, il n'a même pas le temps de faire une petite marche. Or la pratique du sport, la marche, tout au plus 45 minutes, nous ne demandons pas de faire le show Michael ou le Triple H, mais non, mais c'est-à-dire une petite marche de plus ou moins 45 minutes et 3-5 fois par semaine, c'est déjà bon pour se dégraisser et pour prévenir ces accidents vasculaires cérébraux. Voilà, nous sommes au mois de décembre, ce mois où l'humanité célèbre le 1er décembre, la journée internationale du VIH-Sida. Nous en profitons pour en parler. Si je vous posais la question de savoir aujourd'hui, si on vous demandait de faire un état de lieu du VIH-Sida en RDC, quel serait votre commentaire? Oui, un petit commentaire. C'est une pathologie polysémique, c'est-à-dire polysectorielle, multisectorielle. L'ampleur est tellement prônée dans différents secteurs de la vie que nous constatons de plus en plus qu'il y a une régression de l'incidence du VIH au Congo. Rarement, il y en a bien sûr des nouveaux cas, mais en tout cas les fréquences sont moindres ou s'amoindrissent du jour au lendemain. Donc vraiment de ce côté-là, nous nous encourageons, nous le personnel soignant et tous les acteurs qui sont tout autour de ce problème-là, à continuer à faire la même chose pour amoindrir et avoir un pays avec ce slogan d'ici 2015 sans VIH. Zéro VIH d'ici 2015. Vous pensez qu'avec les comportements, l'attitude de la population quinoise, cela serait possible? C'est possible, parce que peut-être on en parlera plus tard. C'est possible. Quand on va prôner sur la fidélité, quand on va prôner sur l'abstinence, quand on va prôner sur l'usage de préservatifs, ça réduirait. Ça réduirait et je crois que c'est possible. Quel est le mode le plus prépondérant de transmission du VIH-Sida?
C'est la voie sexuelle, madame. La voie sexuelle à elle seule, c'est à 85% de contamination. Et la voie sanguine, c'est 10%, c'est-à-dire des transfusions, parfois par seringue, par piqûre de seringue, ou même vous, les dames, par vos pratiques de manicure, pédicure. Tout ça font partie de la transmission par voie sanguine. Ça, c'est à 10%. Et le 85%, c'est par rapport à la voie sexuelle. Et la moins, c'est la transmission materno-fétale. Soit par l'accouchement, soit durant la grossesse, ou même par l'allaitement. Ça, c'est la faible dose. Et docteur, quelle est l'importance du dépistage volontaire? Par rapport au VIH, le dépistage a toute sa place. Il permet d'abord que la personne reconnaisse son état. La plupart des gens n'aiment pas reconnaître leur état. Ils se disent que quand la maladie est là, mieux vaut qu'ils ne soient pas au courant de sa maladie, qui est d'être au courant de la maladie. Il paraît que cet état de choses va accélérer sa maladie pour l'entraîner à mourir, comme ils le disent. Le dépistage a sa place parce qu'il permet, plutôt qu'on dépiste la maladie, il y a quand même des mesures qui seront prises, et pourquoi pas le médicament pour qu'on retarde, parce que le médicament a comme objectif de retarder la multiplication du virus dans le corps humain. Alors plutôt qu'on décèle, on dépiste, mieux sera l'état clinique avec le traitement. Mais quand vous parlez de médicaments, les médicaments en question, c'est les antirétroviraux, qui restent aujourd'hui à désirer parce que l'accès est vraiment limité jusqu'à ce jour en RDC. L'accès, bon, il est limité, mais il n'est pas. Ce sont des médicaments qui ne sont pas vendus dans des officines. Ce sont des médicaments qui sont retirés dans des officines pour être mis à la disposition de programmes, des institutions ou des endroits bien canalisés, dans des institutions bien canalisées pour servir aux concernés. Donc c'est ça, alors ce médicament-là, quand même, ont toute leur place, comme si je peux expliquer ainsi. En fait, le VIH dans le corps humain, il n'y a pas un médicament qui tue le microbe. Le microbe n'est pas tué, mais quand même le médicament permet à ce que le microbe n'ait plus se multiplier. Parce qu'en fait, c'est la multiplication qui fait que le microbe cause assez de dégâts dans le corps humain. C'est comme ça que, quand même le virus n'est pas tué, mais au moins on retarde, on bloque sa multiplication et on permet à la personne de mener une vie meilleure. Aujourd'hui, quel est le niveau de la recherche en RDC par rapport au VIH-Sida? C'est encourageant. Il y a des partenaires internationaux qui mettent de leurs moyens pour activer dans ce secteur-là de recherche sur le VIH. C'est un niveau qui est quand même, je ne peux pas dire élémentaire, mais on se recherche dans cette recherche-là, si je peux me permettre cette tautologie. Donc, comme tous les secteurs de la vie humaine sont concernés, sont impliqués dans ça, donc nous encourageons aux autorités et même aux professionnels de santé à continuer dans ces recherches, quand bien même que c'est minime, mais c'est quand même intéressant et c'est bon. C'est bon. Docteur, c'est une question de curiosité pour savoir, en tant que médecin, oui, quand vous recevez un patient ou une patiente vraiment presque mourant et que vous le soignez et cette personne est sauvée de justesse, comment vous vous sentez? Très joyeux. Et pour n'importe quel médecin ou personnel soignant, on est heureux. Le métier ici de la médecine, ce n'est pas un métier pour devenir riche. Tout ce que nous retirons de mieux dans ce métier ici, c'est cet honneur-là, la noblesse du métier. Et notre joie, c'est comme vous dites là, un malade mourant, mais il retrouve. Celui-là, en tout cas pour lui, vous êtes un Dieu. Et nous sommes contents. Vraiment, nous sommes joyeux et vraiment ça fait du bien. Et même celui-là, il peut vous retirer, il peut encore chercher pour vous, parler à votre faveur auprès des autres personnes qui peuvent présenter le même problème pour que prochainement, ils vous voient en consultation. C'est vraiment de la joie. Et quand c'est les contrôleurs, quand la personne meurt,
Quel sentiment avez-vous? C'est le désarroi en fait, c'est le regret. J'en ai déjà vu, vous avez suivi un malade, mais il décède. Ça ne fait pas bien. Même si nous n'avons pas l'obligation des résultats, mais nous travaillons toujours pour que notre malade retrouve sa santé. Mais il y a des facteurs limitants. Peut-être le malade il était arrivé dans un état très très avancé de sa maladie. Bon, on a pu faire ce qu'on pouvait faire, mais en tout cas ça n'a pas réussi. Bon, de toute façon, on regrette, mais c'est ça un peu. Hein. Donc quand vous venez à l'hôpital, nous faisons tout pour que vous en sortiez quand même en bonne santé. Et il y a plusieurs portes de sortie, comme nous disons. Il y a de ceux-là qui sortent par la petite porte, mais c'est une porte que nous n'encourageons pas souvent. Nous tendons vers la fin de cette émission, docteur, en tant que médecin, parce que vous êtes déjà dans la profession. Il y a encore ceux-là qui sont aux études dans des différentes institutions de la place en faculté de médecine. Quels conseils vous leur prodiguez par rapport à votre métier? Ça, c'est une bonne question. Nous, médecins, nous ne sommes pas comme le technicien des radios, des télévisions, ou quand ils sont dans un appareil électroménager, ils sont en train de réparer. La nuit vient, il dit, bon, j'arrête ici, demain je referme un peu, demain je vais continuer. Nous, quand vous opérez, par exemple, même s'il y a 4 et 5 heures du temps, même s'il pleuvait, même si la nuit arrivait, vous ne pouvez pas vous dire, nous fermons le ventre pour aller continuer demain. Donc c'est pour dire que c'est un métier, il faut l'aimer, il faut étudier, il faut se donner un peu de volonté, il faut travailler. Vraiment, je décourage ou je n'encourage pas ceux qui sont derrière le professeur, monnayer un peu les réussites, ce n'est pas encourageant, mais que je les invite à multiplier les efforts. Le métier n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi difficile. Un peu de volonté, on y arrive toujours. On y arrive toujours. Donc, qu'ils soient collés à leurs notes et puis des pratiques régulières pendant les stages, ça les aide à parfaire. Voilà, par rapport à votre métier, qu'est-ce que vous pouvez demander ou dire au gouvernement? Le gouvernement, en fait, c'est une personne morale. Mais le gouvernement est fait d'individus. Ces individus-là ont un corps comme le nôtre, du sang aussi. Ils peuvent tomber malades n'importe quand. L'étranger, c'est bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les possibilités d'aller à l'étranger. Pour ceux qui sont ici, ils peuvent être leurs cousins, ils peuvent être même quelqu'un de très loin par rapport à leur famille directe, qu'ils améliorent les conditions de vie de médecin pour que ce dernier travaille sans trop de problèmes, sans trop de réflexion dans leur tête. C'est une façon aussi d'améliorer la qualité des soins que ce médecin apporte auprès de la population. C'est pas vraiment bon un médecin qui a son enfant chassé de l'école et lui en train de soigner. Bien sûr, d'un côté, il est lié par la déontologie, mais de l'autre côté, il est humain. Donc le gouvernement aide à améliorer les conditions de médecins congolais pour que ce dernier arrive à prendre en charge nos amis, nos frères congolais. Surtout que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller ailleurs, d'aller à l'étranger. Ouais. Et par rapport au VIH-Sida, avez-vous un mot de plus? Par rapport au VIH-Sida, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous demandons à toutes les couches de la population à se faire dépister. Le dépistage n'est pas l'apanage d'une tranche d'âge. À se faire dépister. Et ceux qui ont le VIH, qu'ils ne désespèrent pas. C'est une maladie qui n'est pas, en fait, et qui a des médicaments qui retardent la multiplication du VIH dans le corps humain et qui donnent encore de l'espoir pour vivre et réaliser assez de projets. Donc c'est vraiment pas quelque chose de négatif. Hein. Nous avons des malades que nous suivons qui ont des projets et qui assurent leurs projets dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment pas la fin du monde. Hein. Et surtout pour parachever à ceux qui aiment prier aussi, nous tous nous prions. Donc au-delà de la médecine, Dieu est là, qui peut en fait
accomplir ou aider les imperfections de la médecine. Voilà. Nous sommes à la fin de l'année. Nous vous donnons l'occasion de présenter vos vœux. Quelles sont les personnes à qui vous présentez vos vœux? D'abord à ma charmante épouse, elle est médecin. Elle s'appelle Nana. Nana. À mes 2 enfants, Ouais. mes petits beaux garçons. Et également à tous mes collaborateurs, le docteur Moupéa, le docteur Mocha, docteur Toukou, docteur Alain Kabakele, le docteur Sony. J'ai plusieurs de collaborateurs. En tout cas, même si je ne les citais pas nommément, mais quand même tout le monde, tous mes collaborateurs, je les porte bien. Et aussi à mes frères et sœurs de l'église là où je prie, mon pasteur Théo qui m'a vu, c'est tout. Nous avons reçu Dr Julien Bokwala avec qui nous nous sommes attardés sur l'AVC et le VIH-Sida. Merci à toute l'équipe technique qui ont réalisé cette émission. Je vois Carlos Elikia, je vois Pepe Sala et merci à la journaliste assistante qui nous a assistés au cours de cette émission, à la personne de Christelle Makele Masala. J'en profite aussi pour vous présenter, chers téléspectateurs, mes vœux de bonheur, de prospérité, de paix, que 2014 soit une année de joie pour tous. Et à la première conseillère de cette émission, Madame Béatrice Panzoki Tshiswaka, je vous souhaite bonne année et à toute la famille Tshiswaka à ma campagne. Au revoir, merci, à la prochaine occasion. Live.